À l'origine du projet, il y avait la conviction que seule une fiction complexe, construite, mise en récit sous une forme littéraire, était capable de contrer, et même de déconstruire, ces fictions embryonnaires et stéréotypiques que sont les représentations collectives de la banlieue, avec leurs personnages types et les scénarios qui leur sont associés. Le jeune qui tient les murs, ou le grand frère qui surveille sa sœur, ou le policier ennemi qu'il faut fuir. Le projet était donc de reprendre ces figures grossières, de leur donner une profondeur humaine, en faisant des personnages de romans et même des personnages narrateurs dotés d'une voix et d'une intériorité. Autrement dit, il s'agissait d'écrire un roman polyphonique de la ville. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire du commissariat? Pourquoi précisément le commissariat? Je pense que le commissariat a une place très importante à Clichy-sous-Bois. Je pense qu'on a toujours cette image négative du commissariat, des policiers en général. Et je pense que c'était important justement de se mettre à la place d'un policier ou d'une policière pour, à travers l'écriture, se rendre compte de la réalité d'autres. À partir de là, on a visité en fait, le commissariat avec mon groupe. On nous a présenté une policière. Déjà, dès qu'elle rentrait, elle avait une certaine posture et elle portait une grande ceinture avec plein d'armes. Et on avait l'impression que c'était plus lourd qu'elle-même, qu'elle avait envie de tomber. Qu'est-ce que vous avez écrit à ce propos, justement? Que justement, elle en avait marre de porter cet uniforme, elle en avait marre de la couleur, elle en avait marre de cette ceinture trop lourde. En fait, elle supportait plus rien dans son métier. Elle se supportait même plus dans sa tenue et elle était vraiment lassée. Chaque matin, j'oublie que je vis seule, dans un appartement de 17 mètres carrés. Je n'entends personne, je ne sens personne. Pas même la présence d'un chat qui miaule pour qu'on le nourrisse. Pas d'amis, pas d'hommes dans ma vie. Et même si j'accepte d'aller dîner avec eux, c'est quelques officiers de police, qui sont aussi mes collègues. Je repars déçue. Pour mieux réaliser cette création fictionnelle, le lycée Alfred Nobel a déposé auprès du service livre du Conseil régional d'Île-de-France une demande de résidence d'écrivain. Grâce à ce dispositif, Tanguy Viel a animé avec moi des ateliers d'écriture, une journée par semaine, sur temps scolaire dans le cadre de l'accompagnement personnalisé en seconde et en première L, et hors temps scolaire, le soir, afin que des élèves d'autres niveaux et d'autres sections puissent participer au projet. Peut-être l'idée principale, ça a été de d'abord imaginer qu'il soit par groupe de 3 ou 4 et que chaque petit groupe invente un scénario très simple, ayant tous comme contrainte de devoir avoir une sorte d'événement central. Voilà, ça peut être un fait divers, ça pouvait être un fait inventé, ça pouvait être je sais pas, aussi bien un accident qu'une rencontre, un incendie, un vol, enfin quelque chose qui pouvait dramatiser une situation et mettre en scène autant que possible 3 ou 4 personnages, en fait autant qu'ils étaient par groupe, de sorte que une fois qu'on avait ça, je savais qu'on aurait des mini-nouvelles en quelque sorte, et que la question d'après serait celle d'agencer entre elles les nouvelles, mais au moins on avait déjà des bases narratives, presque comme des formes de chapitres et tout ça. Alors, donc un mini-scénario pour 4, et après l'idée pour les faire écrire, c'était que chaque élève endosse le rôle et la voix d'un des personnages de la scène. Deuxième phase, une fois élaboré le scénario, une fois trouvé les personnages qui correspondaient, il fallait imaginer comment pouvait s'articuler un texte monologué qui donnerait à la fois une relation des faits, vue du point de vue du personnage, et puis, autant que possible aussi, épaissir, donner de l'ampleur à la voix, donc travailler plutôt là soit les horizons du personnage, soit au contraire son passé, enfin voilà. Donc après on a varié un peu selon les semaines les angles pour augmenter en fait la matière. Notre histoire à la base c'est deux amis et un des 2 amis qui sort avec la sœur de l'autre. Ils sont dans un bus au moment où il veut poignarder son ami parce qu'il le voit avec sa sœur. Et le chauffeur de bus pile à ce moment-là et sans faire exprès il tombe sur sa sœur et il la poignarde. Donc c'est là qu'en fait le chauffeur de bus a pris vraiment une plus grande importance. La première étape, ça a été donc d'inventer à 3 cette histoire. Est-ce que c'était facile d'inventer une histoire à 3? Est-ce que c'est bien de travailler en groupe?
et j'aime vraiment travailler en groupe. Pour moi, c'est déjà parce qu'en groupe, on fait des choses beaucoup plus grandes que quand on est seul. Quand on est seul, on n'a que nos idées à nous et on peut pas... En fait, on n'a que nos idées et du coup, on n'a qu'un seul chemin. Alors qu'à plusieurs, on regroupe tout et on a vraiment plusieurs chemins qu'on peut prendre. Donc on avait créé notre situation, maintenant il fallait juste trouver qui allait interpréter quel personnage. Donc bon, ça on a cherché, enfin on a discuté entre nous. Et au final, ce qui cause la mort de la sœur, c'est le fait que le chauffeur de bus est pilé. Et moi j'ai trouvé justement intéressant à ce moment-là, c'est que je voulais expliquer pourquoi le chauffeur de bus avait pilé. Ensuite, en me mettant dans la peau du chauffeur de bus, ce qui a été pratique, c'est qu'il peut aussi faire un lien entre chaque histoire. Entre les histoires des autres groupes. Donc il a été pratique pour connecter toutes les histoires de tous ceux qui ont écrit une partie du livre et à la fois expliquer pourquoi notre histoire à nous s'est produite. Est-ce que tu te souviens des consignes que tu donnais aux élèves? Ça pouvait être par exemple les obliger à proposer d'avoir une sorte de séquencer le temps de l'action. Donc si par exemple leur action dure 3 quarts d'heure, tant qu'un type sort de chez lui, qu'il aille dans la rue, qu'il retrouve tel, je sais pas, qu'il soit obligé de noter quelque chose au moins toutes les minutes, qu'il imagine que chaque minute mérite une sorte de photographie. Ça peut être justement travailler beaucoup le paysage, l'atmosphère, l'ambiance, donc les lumières et tout ça. Donc en fait c'est souvent revenu sur les mêmes choses en fait. Et puis quelquefois c'était plus aussi pour donner des ouvertures un peu digressives au récit, et ça pouvait être par exemple travailler sur les rêves du personnage. Alors, pour faire ça, ça pouvait être tout simplement travailler sur les rêves les élèves en vrai, dans leur vraie vie, et ensuite voir comment une matière tout à fait autobiographique pouvait être transposée dans leur personnage par exemple. Pareil avec les souvenirs. Tout d'un coup, ils peuvent prendre une anecdote et puis la raconter, et puis la glisser dans le parcours du personnage, avec plus ou moins de bonheur évidemment, mais il faut tenter des trucs comme ça en fait tout le temps. Avec peut-être aussi une attention particulière à la ville, puisque l'idée était de faire un roman de la ville. Et donc on a aussi beaucoup travaillé la description de Clichy-sous-Bois. Donc par exemple, on nous a fait travailler sur leur trajet quotidien, savoir noter un peu tout ce qui se passait entre chez eux et le lycée par exemple, et retenir là-dedans une partie qui pourrait servir pour leurs personnages aussi, qui eux-mêmes tout d'un coup seraient quand même beaucoup plus concrets s'ils sont capables de dire quel est le numéro du bus, ou quelle est la couleur des sièges, que s'ils disent juste j'ai pris le bus. Ce qui était aussi important dans la construction des personnages et dans l'effet de présence qu'ils donnent, c'est le choix que tu as fait de faire en sorte que ces personnages deviennent des narrateurs. Et tu as aussi demandé aux élèves qu'ils choisissent précisément la position temporelle de la narration par rapport aux événements racontés. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que toutes les nouvelles, tous les personnages devaient être à la première personne. Et donc peut-être une des premières choses à définir dans ces cas-là, c'est l'endroit d'où on parle. C'est-à-dire combien de temps après et dans quel état. Si la personne est un grand brûlé et qu'elle est à l'hôpital et ça vient juste de se produire, elle n'aura pas la même tonalité que si elle raconte quelque chose qui s'est passé 10 ans plus tôt. Et ça, c'était à chacun de choisir aussi l'endroit d'où il parlait, ce qui lui permettait de régler aussi le psychisme au fond du personnage. Et du coup, selon ce qui lui était arrivé et le moment d'où il en parlait, elle se retrouvait dans une situation plus ou moins nerveuse, plus ou moins mélancolique, plus ou moins nostalgique, et qui normalement devait irradier sur l'ensemble de l'écriture, quoi. Quand j'invente un autre personnage, déjà j'y mets une partie de moi-même et une partie non. Et en général, la partie qui n'est pas de moi-même, c'est une sorte de découverte. Par exemple, si je suis un capitaine sur un bateau, je vais apprendre déjà à organiser un bateau ou des trucs comme ça. J'essaie de m'informer au sujet-là et je sais pas en fait, j'essaie de développer des nouveaux points de vue. Écrire sur un autre personnage et être un autre personnage, ça permet de voir d'autres facettes de soi-même. En créant Julie par exemple, j'ai
j'ai pu arriver à des réponses me concernant sans m'en rendre compte. Et ensuite, avec du recul, en relisant, me dire « Ah oui, c'est vrai, c'est moi ça ». L'envie d'aller voir ailleurs aussi. On se le dit pas tous les jours. On se rend pas compte que peut-être que voilà, enfin, on se rend pas compte tous les jours qu'on a envie de partir. Il y a des jours où on se dit ah non je pourrais pas partir, alors que là quand j'ai écrit le personnage de Julie, il avait qu'une envie, c'était de partir. Et à ce moment-là, ouais, je me suis dit ouais, en fait j'avais envie de partir aussi. Quel conseil tu pourrais donner à un professeur qui n'aurait pas la chance d'avoir à ses côtés un écrivain pour faire écrire les élèves? De le faire à partir des endroits où il se sent qu'il a une nécessité propre à le faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression de fabriquer un exercice, mais de sentir que s'il le faisait vraiment lui à ce moment-là, c'est ça qu'il ferait aussi.